Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous et merci à la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie pour cette journée à laquelle je suis très heureuse de participer. Donc, je suis navrée parce que non seulement j'ai pas de visuel, de diapositive, j'ai pas trop l'habitude de parler comme ça, enfin de communiquer à partir de visuels, ça va vraiment être une communication orale. Et en plus de ça, je m'étais plutôt calée sur 25-30 minutes. Donc, je vais essayer de faire court et de pas vous perdre et d'être assez structurée pour vous parler donc d'une recherche que je suis quand même en train de terminer. Je suis sur la fin de la rédaction de ma thèse, même si j'ai dû mettre un peu tout ça sur pause parce que je donne des cours à l'Aix-Marseille Université, des cours d'anthropologie. Donc voilà, c'est une recherche qui est sur la fin. Du coup, j'ai eu du mal à focaliser mon propos. J'aurais voulu vous parler des soins palliatifs, j'aurais voulu parler d'un paquet de trucs. Je vais essayer de vous parler des idées essentielles que j'ai développées dans cette thèse. Donc, la communication que je voudrais vous proposer ici, est issu d'un travail de recherche anthropologique sur la pratique de l'euthanasie en Belgique que je mène dans le cadre donc d'un doctorat à l'Aix-Marseille Université. Alors, je travaille sur la pratique de l'euthanasie en Belgique et plus largement, je travaille sur la gestion sociale du mourir et sur la fabrication collective du bien mourir. Donc la question de l'euthanasie, je la traite en particulier dans son articulation avec la notion de bonne mort. Qu'est-ce qu'une bonne mort? Comment est-ce qu'elle est envisagée dans nos sociétés? Comment est-ce qu'on la construit? Et que nous dit la bonne mort de la bonne vie? C'est aussi ça, en fait, qui me semble intéressant. Donc, c'est tout ça que j'essaye de comprendre à travers l'analyse de la pratique de l'euthanasie en Belgique. Quelles sont les logiques sociales qui sont en jeu dans cette pratique et en quoi l'euthanasie apparaît aujourd'hui pour bon nombre de nos contemporains, et en particulier pour les Belges qui ont été mes enquêtés, comme une des modalités d'accès à la bonne mort. Donc l'idée de cette recherche, c'était aussi de s'extraire de la polarisation des débats telle qu'on la connaît par exemple en France, où finalement la seule question qui semble se poser, c'est pour ou contre. Donc s'extraire de cette polarisation pour examiner l'euthanasie à la lumière de ce qui se passe là où elle se trouve mise en pratique. Donc pour comprendre, à partir de l'expérience de ceux qui y sont confrontés, ce qui se joue vraiment dans cette pratique contemporaine de l'euthanasie, c'est-à-dire comment il est envisageable et envisagé aujourd'hui de faire mourir une personne. Concernant la méthode qui a été la mienne, donc dans le cadre de ce doctorat, j'ai effectué une enquête de terrain en Belgique francophone. J'ai passé à peu près 1 an en Belgique pour mener à bien ce travail ethnographique. Les données sur lesquelles je m'appuie aujourd'hui, sur lesquelles j'appuie mon analyse, elles ont été récoltées selon 3 modalités distinctes. Donc très rapidement, la première modalité, ça a été des observations en terrain associatif. J'ai fait ce qu'en anthropologie on appelle de l'observation participante, puisque j'ai été bénévole dans une association, en l'occurrence l'association belge pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc là, c'est l'ADMD belge qui m'a permis de comprendre le processus depuis l'intérieur, en quelque sorte. La deuxième chose, j'ai également fait de l'observation dans le cadre de consultations spécialisées à Bruxelles, c'est-à-dire des consultations spécifiquement dévolues aux décisions de fin de vie et qui sont proposées aux requérants. Ce que j'appelle les requérants, ce sont les personnes en demande d'euthanasie. Pour faire court, pour éviter de répéter tout le temps personnes en demande d'euthanasie, je les appelle les requérants. Et enfin, troisième mode d'accès aux données, j'ai réalisé des entretiens semi-directifs et enregistrés avec différents acteurs de l'euthanasie, des médecins, des professionnels de santé, des bénévoles, des personnes en fin de vie, des proches de personnes décédées par euthanasie. Voilà dans les grandes lignes pour ce qui est de mon travail d'enquête. Je voudrais maintenant vous livrer quelques éléments de la réflexion que je développe depuis à partir de l'analyse des données. Mais d'abord, je dois vous donner quelques éléments de cadrage et notamment, je dois vous présenter la loi belge dans ses traits principaux. Concernant les termes, concernant le mot euthanasie, la définition à laquelle on se réfère en Belgique, c'est celle qui a été donnée en 1997 par le Comité consultatif de bioéthique et qui a été reprise dans le texte de loi du 28 mai 2002. Donc, selon cette définition, l'euthanasie, c'est l'acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Donc, c'est une définition très précise et au sens de la loi belge, moi, quand je parle d'euthanasie, je parle de choses qui rentrent dans cette définition. Je ne parle pas de l'arrêt des traitements, je ne parle pas de l'administration d'antidouleurs qui peuvent éventuellement accélérer la mort, je ne parle pas de tout ça, évidemment. Voilà, donc en 2002, la Belgique, c'est devenu le second pays au monde après les Pays-Bas à se doter d'une loi qui encadre la pratique de l'euthanasie. Il ne s'agit pas d'une loi de légalisation de l'euthanasie, il s'agit en fait d'une loi de dépénalisation de cette pratique. Alors,
avant toute chose, je vais vous présenter très très brièvement cette loi parce qu'elle pose les jalons de la pratique et qu'elle donne déjà une certaine couleur à cette pratique en termes d'éthique médicale. La loi du 28 mai 2002 stipule que le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que, d'une part, le patient en fait la demande de manière volontaire, réfléchie et répétée, et que, d'autre part, ce patient se trouve, je cite, dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Ce sont là les termes de la loi. Alors, on peut déjà remarquer qu'on n'est pas ici face à des critères purement objectivables qui auraient une valeur intrinsèque, absolue et immuable. Qu'est-ce qu'une affection grave? En fait, la loi belge ne spécifie pas de maladie déterminée et la gravité d'une affection est évidemment une appréciation entièrement relative et largement subjective. De même, à partir de quand une souffrance est-elle insupportable? Comment est-ce qu'on évalue ça, l'insupportabilité d'une souffrance? Une même affection paraîtra supportable pour certains et absolument insupportable pour d'autres. Donc, on est face à un critère légal largement subjectif. Le critère d'incurabilité, c'est a priori celui qui semble le plus objectif. Mais dans la pratique, il offre lui aussi une marge interprétative importante, puisque dans bien des cas, il n'est pas possible d'essayer absolument tous les traitements existants et qu'il est toujours possible que de nouveaux traitements soient mis au point. Donc même le caractère incurable de l'affection, qui apparaît donc comme le critère le plus objectif, le plus accessible à l'évaluation médicale, il n'a souvent qu'une valeur relative et contextuelle. Alors, par rapport à cette loi, il y a 3 points que je voulais souligner. Le premier point, la première chose, c'est qu'on a affaire à des critères qui, loin d'être purement objectivables, laissent une grande place à l'appréciation personnelle et au ressenti des acteurs concernés. Cette place remarquable accordée dans le texte de loi à la subjectivité, à la sensibilité personnelle, c'est en fait un élément fondamental pour comprendre la manière dont la législation belge sur l'euthanasie a été pensée et la manière dont elle est aujourd'hui mise en pratique. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que cette loi n'a pas de valeur contraignante, c'est-à-dire que c'est une loi qui n'oblige personne. Évidemment, personne n'est obligé de demander l'euthanasie et aucun médecin n'est obligé de la pratiquer. Donc, cette loi n'ouvre en fait pas un droit à l'euthanasie, puisqu'aucun médecin n'est tenu de la pratiquer. C'est un point important parce qu'on parle souvent du droit à l'euthanasie. Or, en fait, en Belgique, il n'y a pas un droit à l'euthanasie. L'euthanasie n'est pas un droit créance. C'est pas parce qu'on entre dans les conditions légales qu'on obtient l'euthanasie. Encore faut-il trouver un médecin qui accepte de le faire. Donc c'est une loi qui promeut avant tout, et ça c'est très visible dans les nombreux débats qui l'ont précédée et dans la manière dont elle a été rédigée, c'est une loi qui promeut avant tout l'autodétermination, le libre arbitre. L'autodétermination du patient d'abord, puisqu'il peut choisir de mourir, il peut décider de mettre fin à sa vie et qu'il est susceptible d'être accompagné dans cette décision. Et l'autodétermination du médecin aussi, puisqu'il est entièrement libre d'accepter ou de refuser d'accompagner une demande d'euthanasie en toute liberté de conscience et sans avoir à se justifier. Troisième point, le dernier élément que j'aimerais souligner ici, c'est que l'application de cette loi belge de dépénalisation de l'euthanasie repose sur l'élaboration d'une conviction partagée au sein du couple relationnel médecin-patient. Donc, étant donné que le législateur belge, voulant, semble-t-il, éviter une tribunalisation de la demande d'euthanasie, a opté pour une procédure de contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'on contrôle que l'euthanasie entre bien dans le cadre légal après que l'acte ait été posé, après que l'euthanasie ait été effectuée. Tout le processus décisionnel s'élabore au sein de ce que les acteurs de l'euthanasie en Belgique appellent le colloque singulier entre un médecin et un patient requérant. Ce fameux colloque singulier, il est donc absolument central dans les rouages de tout processus euthanasique. Et outre les critères de recevabilité d'une demande d'euthanasie, un nombre important de balises légales posées dans le texte du 28 mai 2002 concernent en fait la procédure à suivre par le médecin qui accepte d'accompagner ces demandes. Son premier devoir, nous dit la loi, c'est un devoir d'information auprès de son patient. Il est tenu de faire connaître à ce patient ce qu'il sait de son état de santé, de parler avec lui des différentes possibilités de soins envisageables, y compris les soins palliatifs, et de discuter de la demande d'euthanasie. C'est donc un véritable travail de communication, parce que là je vous fais un résumé, mais la loi est assez longue et précise sur le devoir de communication du médecin,
Donc la loi enjoint le médecin à un véritable devoir de communication avec la personne qui émet une demande d'euthanasie. Et cette attitude tournée vers le dialogue, l'écoute, le partage, c'est un jalon primordial de la loi. Et c'est aussi une des bases des nouveaux paradigmes de soins dans lesquels s'inscrit la pratique de l'euthanasie. Voilà, encore une fois, dans les très grandes lignes, pour ce qui est de la législation belge et ce que nous pouvons dire de la philosophie qui la sous-tend. Maintenant, qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Alors, l'euthanasie telle qu'on la pratique en Belgique, c'est toujours le fruit d'un projet et d'un parcours. Ce parcours, il est fait d'une multitude d'étapes que je n'ai pas la possibilité de détailler ici avec vous, sinon je vais très largement dépasser le temps qui m'est imparti. Mais donc, on peut, pour schématiser, diviser ce parcours en deux grandes phases. Deux phases qui n'ont pas les mêmes implications pour le requérant et qui vont présenter des difficultés spécifiques. La première phase, elle consiste pour le requérant à formuler la demande et trouver le bon interlocuteur. Pour qu'un processus euthanasique se mette en place, il faut d'abord que le patient en fasse la demande. L'euthanasie, il y a pas mal de médecins qui disent que c'est un soin, que c'est le dernier soin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être l'un des seuls soins, c'est pas le seul, mais c'est l'un des seuls, que le médecin ne doit jamais proposer. La demande doit toujours venir du patient. Et ça, pour un anthropologue, c'est très intéressant parce que c'est un renversement du modèle habituel où c'est le médecin qui propose et le patient qui consent ou non. Là, c'est l'inverse. Donc ça, c'est déjà une étape importante qui peut prendre du temps, la formulation de la demande. Beaucoup de patients n'osent pas formuler la demande ou ne savent pas comment et à qui l'adresser. Il y a donc cette première formulation de la demande par laquelle tout commence, mais le plus difficile, c'est encore de trouver la bonne personne à qui l'adresser. Pour des raisons multiples que je ne vais pas développer ici, qu'on pourra développer dans la discussion si vous le souhaitez, un certain nombre de médecins belges refusent systématiquement les demandes d'euthanasie. D'autres, beaucoup plus nombreux en fait, acceptent de pratiquer l'euthanasie, mais uniquement pour les patients qu'ils connaissent bien et qu'ils suivent depuis longtemps. Donc pour obtenir l'euthanasie en Belgique, il faut déjà trouver un médecin favorable ou susceptible de se laisser convaincre. Parfois, ça peut se faire très facilement, par exemple quand le médecin traitant du requérant est favorable à l'euthanasie et accepte de prendre en charge la demande, mais parfois ça peut être beaucoup plus compliqué. Le requérant doit faire jouer ses contacts, frapper à toutes les portes, téléphoner à tous les médecins de l'annuaire, ça il y a des requérants qui le font, de prendre l'annuaire et de tous les faire. Essayer de convaincre son interlocuteur et avoir recours surtout au bouche à oreille pour obtenir un contact et pouvoir dire à ce médecin qui ne le connaît pas, je viens de la part d'un tel. Donc on voit déjà ici se dessiner toute une entreprise relationnelle. Et puis, une fois que le duo médecin et patient requérant est formé, on entre dans la phase suivante du processus qui est véritablement la phase décisionnelle du processus, la phase où on va construire une conviction. Donc ça, c'est la deuxième grande phase, on pourrait dire, le processus décisionnel. Comment, au sein de ce colloque singulier, se forge la conviction que l'euthanasie est souhaitable? Bon, alors tout d'abord, il y a les critères légaux sur lesquels on s'appuie, évidemment. Mais ces critères, on l'a vu, ils sont très souples. Alors qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Le premier critère, c'est le caractère insupportable de la souffrance. Alors ça, tous mes informateurs, tous les professionnels enquêtés sont tous unanimes. Ils disent le caractère insupportable de la souffrance, c'est le patient qui juge, c'est le patient qui décide. Ok, donc c'est le patient qui est le juge du caractère insupportable. Mais en vrai, en réalité, quand on observe des consultations, si le patient se contente de dire je souffre de manière insupportable, croyez-moi, faites-moi confiance, ça ne marche pas. Le médecin a besoin de comprendre, il a besoin d'être convaincu. Donc le patient a ce devoir de convaincre son médecin et d'argumenter, de se livrer, de lui parler. Première chose. Le deuxième critère, le plus important, c'est l'incurabilité de l'affection. Ça, les professionnels sont tous d'accord. C'est le médecin qui juge de l'incurabilité d'une affection. Ok, mais en réalité, ça se négocie parce que dans beaucoup de situations, on ne va pas obliger le patient à suivre tous les traitements. Par exemple, on ne va pas l'obliger à suivre une 4e chimiothérapie. On va pas, voilà. Donc tout ça, en fait, il y a des négociations autour de ça, et c'est pas uniquement le médecin qui décrète c'est incurable ou pas. Ça se négocie au fil des entretiens, au fil des consultations, au fil des traitements qu'on a essayé, qu'on n'a pas essayé. Donc le processus décisionnel du médecin, il va se construire essentiellement sur deux types de données. D'une part, ce qu'on appelle le dossier euthanasique, c'est le dossier du patient requérant. Ce dossier, de quoi il est constitué? Eh bien, il est constitué des données médicales, objectivables, on pourrait dire, c'est-à-dire des rapports diagnostiques
donc la preuve qu'il y a une affection médicale, et puis des rapports d'examens médicaux qui prouvent qu'il y a eu des traitements essayés, qui prouvent que ça n'a pas marché, qui prouvent que l'état ne s'améliore pas. Donc c'est tout un tas de données médicales, de rapports diagnostiques et d'examens. Voilà, donc ça c'est le dossier du patient. On pourrait dire que c'est la preuve de l'incurabilité. On est vraiment dans ce registre de la preuve quand on parle du dossier du patient. Mais il y a une deuxième source à partir de laquelle le médecin construit sa conviction. Ça va être la relation avec le patient requérant, les entretiens qu'il a avec lui. Parce qu'en fait, pour se convaincre de l'insupportabilité de ce qui est vécu par le patient, le dossier ne sert pas à grand-chose. Il faut surtout comprendre le vécu subjectif de ce patient et ça se construit dans la relation, au fil des entretiens. Donc le médecin va s'intéresser à l'expérience quotidienne de son patient, lui demander de raconter son quotidien, son vécu, et puis il va aussi chercher à comprendre qui est son patient, donc s'intéresser à son passé, à son parcours biographique, pour pouvoir comprendre l'histoire de la demande d'euthanasie. Donc, dans les consultations pour les euthanasies, on fait énormément de récits de vie parce qu'en fait, il s'agit de replacer la demande d'euthanasie dans une biographie singulière pour pouvoir lui donner du sens. Voilà, donc le dossier sert grosso modo à se convaincre de l'existence d'une affection incurable et la relation, les entretiens répétés servent à se convaincre du caractère insupportable de ce qui est vécu. Voilà essentiellement la base sur laquelle se construit le processus décisionnel qui débouchera peut-être sur une euthanasie si les deux acteurs principaux de ce processus parviennent à la conviction partagée que l'euthanasie est bien l'issue adéquate. Après, lorsque le médecin donne son accord, il s'engage, la balle est dans le camp du requérant, c'est à lui de choisir la date, le moment, on dit qu'il fixe une date. L'euthanasie pourra se dérouler à l'hôpital ou à la maison selon les préférences et les possibilités de chacun. Et jusqu'au tout dernier moment, le patient peut changer d'avis. En général, la dernière question que le médecin pose à son patient, le jour même, quand tout est prêt, c'est « est-ce que c'est bien ça que vous voulez ?» Donc, le patient garde théoriquement les manettes jusqu'au bout. Voilà, donc ça m'emmène à un dernier point que je voulais aborder avec vous avant de conclure sur la notion de bonne mort, c'est la question de l'autonomie. La question de l'autonomie, pourquoi je veux vraiment vous en parler? Parce qu'en fait, par rapport à l'euthanasie, le concept d'autonomie, il est doublement central. Premièrement, c'est la perte d'autonomie qui constitue très souvent le ressort de la demande d'aide à mourir. C'est parce que je ne suis plus en mesure d'agir et de vivre de manière autonome que je demande l'euthanasie. Ça, c'est vraiment un leitmotiv d'une manière ou d'une autre. C'est presque toujours, et quand je dis presque toujours, en réalité, c'est à peu près 9 fois sur 10, la perte d'autonomie qui se trouve d'une manière ou d'une autre à la source de la demande d'euthanasie. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que c'est aussi l'autonomie, au sens cette fois de l'autodétermination, de la libre disposition de soi, qui constitue la justification ultime de l'acte euthanasique. C'est par respect pour l'autonomie décisionnelle du patient qu'on va envisager de l'accompagner dans sa volonté d'en finir. L'euthanasie telle que prévue par la loi belge, c'est d'abord, et de manière tout à fait évidente, une question d'autodétermination, de libre arbitre du patient. C'est le patient qui en fait la demande doit obligatoirement venir de lui, c'est lui qui juge du caractère insupportable de sa souffrance, c'est lui qui fixe la date, et in fine, c'est le patient qui décide et c'est le médecin qui consent. On peut dire que ce que la loi belge exige du patient, c'est d'être un sujet au sens plein du terme, c'est-à-dire une personne qui décide de façon indépendante. Si on s'arrête là, on pourrait lire dans ce processus un renversement du rapport de force entre guillemets habituel dans la relation médicale. C'est le patient qui a le pouvoir et la liberté du médecin se limite au choix entre consentement et refus. Il ne serait finalement que l'outil pour permettre à la volonté du patient de s'accomplir. Mais la loi ne s'arrête pas là et elle fait intervenir une autre dimension de l'autonomie puisque, comme on l'a vu, la place remarquable laissée à la subjectivité et à l'autodétermination dans le processus euthanasique est en quelque sorte régulée par la nécessité de forger la décision de mettre fin à la vie, non pas seul, mais à deux, au sein de la relation entre le patient et le médecin. La loi dit que le médecin et le patient requérant doivent arriver ensemble, je cite, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable. Donc ils doivent véritablement construire à deux cette conviction, la forger au fil d'entretiens répétés pour qu'elle devienne une conviction partagée. Il y a une obligation légale de concertation. La loi impose au médecin d'informer le requérant sur son état, de discuter avec lui de toutes les possibilités
Et le patient, de son côté, s'il veut pouvoir obtenir l'euthanasie, il a le devoir de convaincre son médecin. Il doit exprimer sa volonté de manière répétée. Il doit faire comprendre sa souffrance, accepter de se livrer, parler de son vécu, communiquer son ressenti. Cette obligation de concertation jusqu'à atteindre une conviction partagée indique en fait une toute autre dimension de l'autonomie, qui est en fait une dimension relationnelle de l'autonomie. Et cette dimension relationnelle, même si ça semble assez contre-intuitif, en fait, elle est profondément constitutive de l'autonomie. L'autonomie absolue n'existe pas. Nous sommes tous dépendants de quelqu'un, de quelque chose, et même de plusieurs quelqu'un et de plusieurs quelque chose. C'est toujours par les autres que j'accède à une certaine modalité de l'autonomie. Voilà. Bon, je vais essayer de terminer rapidement. Au sein du processus euthanasique, médecins et patients, ils sont donc véritablement partenaires. Ils travaillent ensemble à l'élaboration d'une conviction partagée. Ce travail demande beaucoup de temps, énormément. C'est très chronophage. J'ai le souvenir d'une phrase d'un médecin belge qui disait: l'euthanasie, c'est comme la cerise sur un gâteau relationnel. Il faut prendre le temps de cuire votre gâteau. Si vous ne connaissez pas suffisamment le patient, vous ne pouvez pas comprendre vraiment les enjeux de sa décision, et lui-même sera seul face à cette décision. Il ne sera pas pleinement accompagné. Donc ce gâteau relationnel au service de la conviction, c'est ce qui donne un sens à la pratique euthanasique des médecins qui ont été mésenquêtés. C'est ce qui fait qu'ils ont la sensation de ne pas être instrumentalisés. Et c'est à travers ce processus que le médecin échappe à la sensation d'instrumentalisation, puisqu'il va peu à peu faire du projet euthanasique de son patient son projet à lui aussi. Il va se l'approprier. Voilà, donc je termine sur la bonne mort parce que c'est quand même le cœur de mon travail, mais en quoi la mort par euthanasie colle avec l'idée que se font les individus d'une bonne mort dans les sociétés occidentales contemporaines. Alors, évidemment, c'est une mort rapide et indolore, la mort par euthanasie. Mais bon, il y a plein d'autres manières de mourir sans douleur, ça c'est sûr, et de manière rapide aussi. Il y a d'autres manières de mourir comme ça que par euthanasie. En fait, la spécificité pardon, de l'euthanasie, c'est aussi que c'est une mort préparée. Euh, les gens ont eu le temps de régler ce qu'ils avaient à régler. Ils ont rangé leur maison, réglé leur succession, résolu leurs conflits, dit au revoir à leurs proches. La mauvaise mort, c'est aussi la mort imprévue, celle qui ne nous a pas laissé le temps de terminer ce qu'on faisait, de régler nos affaires et nos conflits, de dire au revoir. On rejoint avec cette idée de la mort préparée le deuxième point, c'est une mort contrôlée. On a tout prévu, tout organisé, on est dans la maîtrise jusqu'au bout. Une requérante comme ça que j'aimais bien, que je connaissais bien, me disait: c'est pas drôle de mourir, mais ce qu'il faut, c'est gérer, rester maître jusqu'au bout surtout. Donc cette notion de contrôle, elle renvoie là aussi à l'idée d'autonomie. Tout gérer, tout contrôler, ne pas perdre la maîtrise. Les gens veulent ça en fin de vie de plus en plus. Et du coup, on rejoint le troisième point, c'est une mort cohérente. Alors pourquoi cohérente? D'abord parce qu'on peut construire une mort qui nous ressemble. Choisir où ça va se passer, comment, avec qui, quelle musique, quel vêtement, quel éclairage. Et les gens veulent vraiment construire ça à leur image. Et puis cohérente aussi parce que l'euthanasie permet d'éviter la phase qui est perçue comme une dégradation insupportable. La phase de grande perte d'autonomie, par exemple, la phase de grande dépendance. Mourir comme on a vécu, mourir debout, autonome, en individu qui décide, qui gère, ne pas laisser aux autres le souvenir d'une image de soi dégradée. Donc, ça permet d'éviter une certaine rupture biographique qui intervient généralement dans la fin de vie. Construire une mort qui nous ressemble. Et un médecin disait comme ça à ses patients: vous signez votre vie par votre acte de mort. Et c'est ça qui leur plaît aux gens, en fait, cette idée-là. Donc la bonne mort, elle est construite dans un jeu d'opposition avec la mauvaise mort. C'est surtout la mauvaise mort, en fait, qui préoccupe les gens. C'est surtout elle qui fait peur, qu'on veut éviter. Et la mauvaise mort, on la connaît seulement, évidemment, par la mort des autres, quand les autres meurent mal et nous laissent de mauvais souvenirs. Et la mauvaise mort, c'est celle qui fait souffrir le mourant, mais c'est aussi peut-être et surtout celle qui fait souffrir les proches, celle qui laisse précisément de mauvais souvenirs. Donc tout ça, c'est très collectif parce qu'en fait, à travers cette question de la construction du mourir, de l'organisation de sa propre mort, on s'appuie sur des considérations telles que: quelles morts ont été les autres pour nous et quelles morts on veut être pour les autres. Et tout ça nous amène au tout dernier point, la question du suicide. Moi, je demandais beaucoup à mes informateurs: mais est-ce que l'euthanasie, c'est un suicide pour vous? Et les gens ont tous unanimement répondu: non, pas du tout, c'est pas du tout un suicide, parce que le suicide, c'est une rupture des relations. L'euthanasie, c'est une prolongation des relations jusqu'au tout dernier millième de seconde. Et ça va même plus loin. C'est la relation mise au service de la mort, puisqu'on engage d'autres personnes dans notre mort. Les médecins, mais aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin à tout ça, seront les acteurs de notre mort. La mort, donc, ça reste une rupture de sociabilité, au sens où on quitte les autres, on quitte les proches. Mais la sociabilité, dans le cas de l'euthanasie,
elle est justement mise au service de la rupture. Et pour terminer, je vous donnerai juste une phrase comme ça. Un médecin demandait à une requérante, mais vous avez déjà pensé au suicide? Et la requérante a répondu, oui, bien sûr, mais le suicide, c'est pas poli. Et voilà, et je terminerai sur cette phrase qui m'avait donné à réfléchir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé, aussi pour avoir respecté le timing. Il reste du coup 5 petites minutes, 6 minutes pour des questions et je vois qu'il y en a quand même quelques-unes dans le chat maintenant. Alors, je vais les prendre dans l'ordre parce qu'elles sont toutes assez différentes. On ne peut pas trop les regrouper. Donc, une première question qui est la suivante. Comment les médecins que vous avez rencontrés ont-ils justifié le fait que l'euthanasie était un soin de fin de vie? Et sur quels critères se base-t-il pour parler de soin? Il parle de soins dans la mesure où c'est une façon de répondre à la souffrance du patient. Alors après, moi, je suis navrée parce que peut-être quand je parle, je fais un discours pro-euthanasie. Je suis tout à fait consciente des questions que ça pose en termes de vulnérabilité, en termes de tout ça aussi. Faire de la perte d'autonomie un invivable, c'est problématique hein, dans nos sociétés. Voilà. Après, les médecins en question, c'est souvent aussi des médecins qui ont beaucoup de mal à vivre l'impuissance face à la souffrance du patient. Et quelque part, le côté un peu traître de l'euthanasie, c'est que l'euthanasie redonne puissance aux médecins. On va produire un soin qui, pour une fois, sera complètement efficace. Il va faire arrêter la souffrance, aucun doute, parce qu'il n'y a pas d'euthanasie ratée. Voilà, c'est pour répondre très brièvement. Alors, j'enchaîne du coup les questions vu qu'on a peu de temps. La seconde question, concernant le processus de construction de la conviction partagée entre le requérant et le médecin, serait-il possible d'aborder quelques difficultés observées? Vous avez pu observer sur le terrain, notamment du côté du patient et donc dans la relation patient-médecin. On peut aussi penser du côté du médecin, bien sûr. Je pense à des collègues québécois qui m'avaient parlé également de la difficulté pour certains médecins de pratiquer des euthanasies ou des soins de fin de vie, comme ils en parlent là-bas, précisément pour des patients qui connaissent bien, c'est-à-dire les médecins de famille disent je suis pas contre, mais je veux pas le faire pour ce patient-là parce que justement on a toute cette relation passée et de confiance et je me sens pas de faire ce geste-là pour ce patient. C'est vrai. Alors, en fait, par rapport à cette question-là, c'est très intéressant. J'avais pas le temps de détailler avec vous, mais il y a un degré de connaissance qui est souhaitable. C'est-à-dire que euthanasier un proche, c'est très difficile, ça se fait, mais pas trop. Donc, il y a beaucoup de médecins aussi qui disent non, non, je peux pas le faire, je le fais d'habitude, mais pas pour vous parce que vous, on est trop liés depuis trop longtemps, vous êtes une amie, je peux pas faire ça. Donc, il y a un degré de proximité qui est problématique. Cela dit, les gens qui connaissent ça avec leur médecin auront quand même a priori accès à l'euthanasie parce que ils sont déjà dans le filon et le médecin qui est leur ami et qui ne veut pas, en général, va les orienter vers un autre médecin. Mais c'est vrai, il y a un degré de proximité. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est complètement inconnu, le petit Français qui débarque avec sa petite valise pour venir se faire euthanasier, qui tape à la porte d'un hôpital où il connaît personne. Ça, les Belges, ils veulent plus ça. Ils en peuvent plus. Ils veulent euthanasier des gens qu'ils connaissent. Sinon, ça prend trop de temps de forger la relation, d'apprendre à connaître la personne et tout ça, et de donner un sens à ce soin. Sinon, me disent-ils, on est à l'abattoir, on vient piquer un kleps. Et c'est pas ça qu'ils veulent, évidemment. Mais donc, il y a vraiment un degré de connaissance de l'autre et en même temps une certaine distance affective qu'il faut avoir. Par rapport aux difficultés dans la relation, dans la façon dont on forge la conviction, je dirais que c'est surtout sur le caractère de l'incurabilité qu'il y a des négociations et des problèmes. Quand un patient ne veut plus suivre de traitement, mais que vraisemblablement un traitement donnera quand même des résultats, ça devient problématique. Et là, une euthanasie, c'est toujours la rencontre entre deux personnes. Hein. Ça reste très subjectif et ça se négocie dans la relation. Donc, je ne peux pas faire de généralité à ce niveau-là. Tout à fait. Mais vous avez bien montré, je pense, justement, tous les systèmes de négociation qu'il peut y avoir, qui ont l'air de prendre une place très, très importante, bien sûr. Alors, une autre question, est-ce que des médecins de soins palliatifs belges font partie des médecins favorables à l'accompagnement? Oui, énormément. La plupart des médecins avec qui j'ai travaillé, ce sont des médecins qui pratiquent l'euthanasie, tous. J'ai pas travaillé avec les autres, ils voulaient pas trop travailler avec moi. Non, c'est pas vrai, j'en ai vu quelques-uns. Ils sont quasiment tous soit médecins palliativistes, soit ils travaillent avec des palliativistes, mais il y a beaucoup de services de soins palliatifs dans lesquels on pratique l'euthanasie exceptionnellement. Enfin, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on propose aux gens, encore une fois, hein, mais oui, oui, oui. Et les premiers médecins à faire partie du réseau EOL, enfin à faire partie de la DMD, sont aussi des médecins palliativistes, beaucoup. Donc non, c'est vraiment une pratique qui marche en articulation en Belgique, les deux, soins palliatifs et euthanasie.
Ok. Et alors, une dernière question, je vais essayer d'en grouper deux qui abordent un petit peu cette même thématique sur la conclusion que vous avez présentée sur la question de la bonne mort et notamment sur la notion de contrôle. Donc, les deux questions, c'est comment sont perçues les personnes qui ne contrôlent pas, du coup, celles qui sont très dépendantes et qui ne demandent pas, du coup, l'euthanasie. Et puis, une autre question, est-ce que maîtriser la mort, n'est-ce pas une forme d'illusion ou un fantasme? On peut peut-être avoir un certain degré de maîtrise du moment de mourir. Effectivement, c'est sur cette question de est-ce qu'il finalement il faut valoriser cette fonction de contrôle et de cohérence biographique, comme vous l'avez montré, mais ça peut aussi interroger, vous venez de le dire, sur la question de la maîtrise, du contrôle. Ouais. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est souhaitable ou qui est possible? Alors, par rapport à comment sont perçus les gens, oui, bien sûr, quand on dit mourir dans la dignité, ça sous-entend qu'il y a des fins de vie qui ne sont pas dignes, et c'est en soi problématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui meurt avec des tuyaux partout, elle n'est pas digne. Alors en vrai, les gens que j'ai rencontrés, les acteurs de l'euthanasie vont dire, bien sûr, tout le monde est digne, même si on veut mourir au stade de nourrisson, mourir dans la plus grande indépendance, on est digne. Eux, ils disent qu'ils respectent juste l'autodétermination du patient, et ce qui est vrai quand même. C'est des gens qui ont une pratique très humaine et qui font aussi du soin palliatif et qui vont jamais dire à des gens, vous êtes indigne, vous êtes inutile. Ça, c'est vrai. Cela dit, c'est très symptomatique d'une société dans laquelle la situation de dépendance à l'âge adulte est très fortement dévalorisée. Ça, c'est pas la faute des gens qui pratiquent l'euthanasie, hein. Ça existe même dans les pays où l'euthanasie est illégale. Il y a des fins de vie qui sont très dévalorisées socialement. On laisse peu de place à la vulnérabilité. On est dans des sociétés de la performance, de l'autonomie, de l'individu tout puissant, l'individu indépendant, autonome. Voilà. Mais ça, moi, je trouve pas que ce soit une bonne chose, évidemment. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a ces questions-là qui se posent. Mais je pense pas que l'euthanasie, la légalisation de l'euthanasie nourrisse ça. J'ai pas l'impression, mais je peux me tromper. Par rapport à la question de l'illusion du contrôle sur la mort, bien sûr. Après, de toute façon, la mort est de plus en plus contrôlée. Ça, il y a une très vaste littérature là-dessus, sur le rapport des médecins et de la mort, sur ce couple-là, médecin-mort. De toute façon, la mort est de plus en plus médicalisée. Et les gens, c'est aussi ça, évidemment, qui va les pousser, quitte à médicaliser la mort, c'est aussi, bizarrement, la peur de l'acharnement thérapeutique qui fait qu'on va vouloir provoquer la mort par un acte médical. Donc, la peur de la médicalisation de la fin de vie il y a tout un tas de paradoxes à ce niveau-là. Évidemment que il y a toujours une part d'illusion là-dedans. Alors, quand même, une dernière question, parce que l'intervenant suivant ne nous en voudra pas, parce que c'est lui qui me la pose, et qui est en résonance avec une autre question que posait encore Régis Aubry également. Est-ce que l'on peut vraiment affirmer que l'euthanasie ne produit pas de souffrance, et notamment chez les proches? Donc, est-ce qu'il y a aussi, je sais qu'il y en a des études sur les processus de deuil chez les proches après euthanasie pour savoir comment ça se passe. Dire que l'euthanasie ne produit pas de souffrance, c'est peut-être le signe que je ne pense pas avoir induire chez les proches, chez les soignants et dans la société en général. Alors, je pense que je me suis mal exprimée. Non, l'euthanasie ne produit pas de souffrance. On ne peut pas dire ça. Et surtout, les Français qui viennent mourir en Belgique et qui reviennent avec une petite urne tout seuls, bien sûr, c'est une souffrance énorme. Il y a aussi des conflits. Il y a aussi des gens qui étaient contre l'euthanasie de leurs proches et qui ont hyper mal vécu ça. Donc, non, c'est pas la. Cela dit, ça produit, c'est-à-dire que ce sont des fins de vie. On évite la souffrance de l'agonie, la souffrance de ce genre de fin de vie-là. Et parfois, quand même, j'ai quand même rencontré énormément de proches qui se sont dit ouf, heureusement qu'on a eu cette option-là, parce que c'était beau de le voir mourir comme ça. Enfin, il y a aussi énormément de récits très enthousiastes des proches, même s'il y a toujours le deuil, il est là, la rupture, elle est là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des questions de conflit. Il y a aussi, ouais, je suis désolée, j'ai pas le temps Oui, bien de sûr. développer ça. Vous pouvez peut-être répondre aussi dans le chat, notamment si vous avez des références sur des études sur le processus de deuil des proches après l'euthanasie. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. On va passer